Qu'est-ce que je peux dire d'autre, les mecs? Franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce chapitre, il était juste exceptionnel. 9,5 sur 10, je ne veux rien savoir. Ce chapitre, il était juste magnifique et dans tous les sens du terme possible, les amis. Parce que j'aimerais souligner un détail. Les dessins dans ce chapitre, franchement, j'ai eu l'impression que ça a quand même changé par rapport au chapitre précédent. Ils étaient beaucoup plus structurés, beaucoup plus fins, beaucoup plus lisibles, beaucoup plus fluides. Donc, du coup, voilà, ce chapitre, c'était juste une dinguerie. Et j'ai l'impression que à chaque fois que le chapitre du mois de Boruto Double Vortex sort, le chapitre de One Piece qui sort dans la même semaine, il est tout aussi magnifique. C'est-à-dire, lorsque Boruto Double Vortex sort son magnifique chapitre, One Piece sort aussi son magnifique chapitre. C'est une dinguerie. Parce que là, les mecs, ce qu'on a eu avec cette semaine, Boruto Double Vortex et One Piece, oh là là, franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Souvent, on se plaint que One Piece est très difficile à lire, que l'auteur sature souvent ses caches, ses passes, et ce qui est vrai. Mais là, dans ce chapitre, j'ai eu l'impression que tout était parfaitement fluide, parfaitement ficelé. Bref, les amis, on va entrer dans le vif de notre vidéo sans plus tarder. Alors, ce chapitre 1152 de One Piece se nomme Journée horrible, un titre faisant donc directement référence au flashback de la mort du roi Arad. Bon, on va commencer par le début, étant donné que même dans le début de ce chapitre, il y a eu de vraies dingueries. On va laisser la mini-histoire parce que, ouais, il se passe pas énormément de choses intéressantes dans cette mini-histoire. Du coup, commençons avec le début. Eh bien, on a un peu tout le monde présent dans ce monde des ténèbres d'Herbaf qui se précipite pour aller dans le monde du soleil, étant donné qu'il s'y passe 2-3 dingueries. Eh bien, avant que tout le monde ne s'en aille, Gaban va révéler le secret des chevaliers divins, ce secret que nous tous nous recherchons depuis un certain moment, étant donné que Gaban va dire que les chevaliers divins ne sont certainement pas immortels et que Luffy devrait faire attention lorsqu'il utilise son Haki des rois. Là, déjà, première grosse dinguerie, car Gaban révèle que le point faible des chevaliers divins des membres du Gorosei, certainement de Im-sama, c'est le HDR. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça réhabilite un peu le Haki des rois qui, à mon sens, n'avait pas trop d'utilité. Bon, surtout que le truc avec le Haki des rois, c'est qu'il y avait un accent mis sur sa rareté, sur le fait que c'est un pouvoir exceptionnel qui n'est possédé que par une poignée de personnes. Quand je dis une poignée de personnes, vous comprenez de quoi je veux parler. C'est-à-dire le Haki des rois, c'est un pouvoir qui n'est détenu que par une personne sur 1 million. Et donc, on se posait donc toutes ces questions. C'est quoi cette élite-là? Du coup, maintenant, avec ça, on comprend clairement l'utilité du Haki des rois. On comprend clairement que le Haki des rois, c'est un pouvoir conçu pour combattre les ennemis finaux de One Piece. Donc, c'est très clair. Et justement, en parlant d'ennemis finaux, c'est pourquoi moi, je vais encore vous rappeler que, à mon sens, l'ennemi final de One Piece, c'est Imu et non Barbe Noire. Et j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, surtout lorsqu'on va aborder la partie sur le personnage de Chance. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Haki des rois est complètement réhabilité. Et on comprend maintenant pourquoi ce pouvoir est aussi rarissime. Et on comprend pourquoi c'est aussi impressionnant de voir un possesseur de Haki des rois. Justement, en parlant de possesseur de Haki des rois, on a un Gaban qui va dire qu'il y a plus d'un utilisateur de Haki des rois dans l'équipage de Luffy. Bon, Sanji va se présenter, mais Gaban va réprimander Zoro sur le fait que Zoro utilise et maîtrise le Haki des rois sans forcément s'en rendre compte. Bon, maintenant, j'aimerais m'arrêter sur les fans de Zoro. Ah, franchement, ces gars, à chaque fois que le mec se bat, non, il n'a pas utilisé son Haki des rois. Non, il n'était pas à fond. Non, quand Robuti n'était pas à fond. Non, machin truc. On était déjà fatigué. Là, on a la preuve claire que le mec, il était à fond contre Robuti et qu'il a clairement utilisé son Haki des rois offensif. Franchement, arrêtez avec ça. Surtout que Luffy va clairement le dire. Tu es un possesseur de Haki des rois et ça se voit. Et Gaban va dire à Zoro que ton corps est habitué au Haki des rois. Donc c'est clair. Maintenant, pour en revenir sur le personnage de Sanji qui a été mentionné par Oda d'une façon très subtile, je pense que là aussi, c'est clair. Sanji aura et va certainement posséder le Haki des rois. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une vidéo. Je vous disais déjà que pour moi, le personnage de Sanji, et en tout cas je vous disais que si c'est le Haki des rois qui est le contre parfait pour les pouvoirs des membres du gouvernement mondial, alors Sanji devrait normalement obligatoirement posséder ce pouvoir. Et là il n'y a pas que Sanji, étant donné qu'on a aussi introduit Jinbei. Moi je serais totalement d'accord avec le fait que Sanji et Jinbei possèdent le Haki des rois. Et imaginez-vous un peu le power-up de Sanji qui va associer exosquelette, son Ifrit Jambe, plus le Haki des rois avancé. Et les mecs, Sanji sera over. Franchement, les mecs, je sens que là, les fans de Sanji, vous êtes... Pour moi, c'est clair, hein, c'est indiscutable. On ne peut pas avancer dans l'univers de One Piece avec un Sanji qui ne maîtrise pas le HDR. C'est complètement impossible, étant donné que là, on entame les ennemis finaux de One Piece qui sont le gouvernement mondial. Et pour les affronter, pour les battre, il faut obligatoirement le HDR. Donc, pour moi, le power-up que va apporter le HDR offensif à Sanji, ça va pour moi clairement le placer niveau Yonko. Et là, les mecs, oh, je suis trop content. Tiens, en parlant des potentiels
utilisateurs du Haki des Rois dans la suite, j'aimerais aussi noter le personnage de Trafalgar G. Waterloo. Alors, j'avais déjà une théorie à ce sujet. J'avais deux théories. La première théorie serait que pour moi, tous les G sont les utilisateurs, tous les 10 combattants sont les utilisateurs du Haki des Rois, les possesseurs du Haki des Rois, pour la simple et bonne raison que les 10 sont les ennemis naturels des dieux, des dragons célestes. Donc, c'est normal que, à mon sens, pour moi, si les ennemis naturels des dragons célestes ce sont les 10, bah, ils possèdent tous le Haki des Rois, ils devraient normalement avoir un pouvoir capable de les mettre à mal, de les arrêter ou encore même de les tuer si on veut aller dans les extrémités. Du coup, à mon avis, comme Trafalgar c'est un 10, il a certainement dû lui aussi, bon, pas certainement du, mais il possède lui aussi certainement le Haki des Rois. Et ma deuxième théorie concerne son combat face à Barbe Noire. Étant donné qu'une grosse partie de ce combat, presque tout ce combat s'est même fait en off-screen, à mon avis, il a dû développer son Haki des Rois, éveiller son Haki des Rois dans ce combat. Et là, imaginez-vous les combos. Gamma Knife infusé de Haki des Rois, Counter Shock, l'onde de ponction et tout. Et l'arôme avec le HDS, ça sera juste une vraie dinguerie. HD offensif, pour moi, Trafalgar du Waterloo, niveau Yonko plus, ça ne souffre d'absolument rien. Dans même pour Sanji. Bon, moi, franchement, par rapport à ce que je suis en train de voir, j'ai l'impression que le power-up qui attend Sanji a beaucoup plus de potentiel que celui qui attend Zoro. Bon, après, il y a Zoro et les lames noires aussi. Oui, ça peut aussi être une vraie grosse dinguerie. Mais bon, là, je voulais m'arrêter sur ça. Donc, pour moi, des personnages tels que Sanji, Jinbe, Trafalgar, Law, Barbe Noire, Sabo aussi, parce que pour moi, c'est officiel. Hein. Sabo, utilisateur du Haki des Rois, j'en suis persuadé. Bref, pour expliquer que ceux-là, pour moi, ce sont des possesseurs du HDR. Maintenant, parlons de Shanks, étant donné que ce dernier est directement impliqué dans le flashback de la mort du roi Harald. Et ce qui concerne Shanks dans ce chapitre, c'est vraiment de grosses révélations. C'est vraiment une grosse dinguerie. Car on apprend que déjà, avant que Shanks ne perde son bras pour Luffy, pour la nouvelle génération, comme lui-même il l'a dit, Shanks avait le tatouage des chevaliers du vin sur son bras gauche. Et ça, vraiment, les mecs, pour le coup, bah, il y en a qui avaient déjà théorisé à ce sujet. Et franchement, gros GG, vous avez été vraiment très perspicace. Vous avez vraiment pu voir ces dingueries-là parce que Shanks a justement perdu son bras pour ne plus appartenir au gouvernement mondial. Et donc, ça aussi, c'est une grosse révélation, étant donné que juste avec cette information, on apprend que Shanks et Shamrock se connaissent. On apprend que Shanks a potentiellement fait partie des Chevaliers du Vin, étant donné que le tatouage qu'il a, bah, c'est le même tatouage que Saint-Somers. Et là, franchement, les mecs, c'est une vraie grosse dinguerie. Donc, Shanks était potentiellement capable de traverser Abyss. Est-ce qu'il avait fait un pacte avec Imu? Pas forcément, pas nécessairement, parce que si ça avait été le cas, bah, lorsque le serpent des mers, lui avait arraché le bras normalement, ça aurait dû se reconstituer. Mais là, que nenni. Et là, c'est très bizarre parce que si Shanks est retourné sur Marie-Joie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Shanks a grandi avec des pirates. Shanks a grandi avec l'équipage du roi des pirates. Et donc, après ça, il a certainement dû retourner sur le gouvernement mondial. Pourquoi? Bah, on ne sait trop rien. Peut-être c'est parce que bah, il est allé là-bas en tant qu'espion pour avoir des informations. Bon, on ne sait vraiment trop rien. Mais ça, ce sont des grosses informations. Et il y a une autre chose qui est très bizarre, très suspecte. Shanks a dit qu'il a rencontré le roi Harald sur Marie-Joie. Qu'est-ce que Harald faisait sur Marie-Joie, étant donné qu'on sait que Erbaf n'est pas affilié au gouvernement mondial? Est-ce que c'était lors d'une rêverie? Ça, franchement, les mecs, c'est dur à dire. Parce que les mecs, dans ce chapitre, Loki a dit un truc de très intéressant. Déjà, il y a aussi énormément de choses à analyser sur les propos de Loki, étant donné que Loki a dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec son père qui est allé lécher les bottes du gouvernement mondial malgré le fait que Harald savait que le gouvernement mondial avait tué Rocksteady Xebec. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que cela voudrait dire que Xebec aujourd'hui est mort? Et puis, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que Loki admire autant Rocksteady Xebec? On sait très bien que le personnage de Loki veut devenir Nika. Est-ce que s'il l'admire autant, c'est parce que Xebec, lui aussi, il était Nika? Ah, moi, je vous dis, c'est possible. Ce n'est pas impossible, mais du tout, les mecs. Autre chose, les amis, on apprend de la bouche de Gaban que Shanks, c'est l'élu. Alors, on peut aisément et clairement se poser la question, élu par rapport à quoi? Eh bien, les amis, j'ai un début d'élément de réponse, étant donné que, à mon avis, lorsque Roger et son équipage sont arrivés sur Loftel, ils ont découvert qu'ils sont arrivés trop tôt. Du coup, ils devraient normalement attendre la naissance des armes antiques et la naissance de Nika, de Joy Boy, étant donné que Toki avait déjà prophétisé que ce n'est que dans 20 ans, c'est-à-dire au moment de sa mort, il avait prophétisé que c'est dans 20 ans que le pays des Wano sera sauvé, et très certainement par Nika et donc par Joy Boy. Du coup, Roger
étant donné qu'il avait déjà perçu et vu le potentiel de Shanks, il s'était certainement dit que bah, c'est Shanks qui va manger le Ito Ito no Mi ou le Gomu Gomu no Mi et il va devenir Nika et il va libérer le monde et tout au vu du potentiel de Shanks. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Shanks a dit à Gaban que lui, il voyait sa vie en tant que pirate lambda aux côtés de Baggy et tout, mais que son destin a changé après la mort de Roger. Du coup, Roger a donc dû certainement dire à Shanks que, bah mec, c'est toi qui seras le futur Nika et c'est toi qui vas devoir manger le Gomu Gomu no Mi. Et du coup, donc, bah, on comprend que ce n'est pas de gaieté de cœur que Shanks a laissé Luffy manger son fruit du démon. Non, et de toutes les façons, on le voit clairement, ce n'est pas de gaieté de cœur que Shanks a laissé Luffy manger le Gomu Gomu no Mi. Du coup, c'est Shanks qui aurait dû être Nika. Mais hélas, étant donné qu'on sait aujourd'hui que bah, les fruits du démon du type Zoan ont leur propre volonté et dans le Gomu Gomu no Mi a choisi Luffy. Et ce qui a certainement dû rassurer Shanks, c'est que Luffy a prononcé les mêmes propos que Goldie Roger. Et c'est pourquoi il s'est rendu sur l'archipel de Sabanji pour rassurer Rayleigh et pour lui dire pourquoi lui-même il n'avait pas mangé ce fruit du démon. Il a certainement dû faire pareil avec Crocus et certainement avec Gaban comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Je ne sais plus c'était à quel chapitre exactement. Lorsqu'il disait à Gaban, mais patiente, attends, tu vas voir. Tu auras le temps de le juger toi-même et tout. Donc, c'est Shanks qui aurait dû être Nika, mais le Gomu Gomu no Mi a choisi Luffy. Maintenant, on peut parler vite fait de la mort du roi Harald, étant donné que lorsque Loki entre dans la salle du trône aux côtés de Barba la Jarl Lansim, il trouve que le roi Harald est poignardé par ses propres gardes. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Eh bien, déjà, il y a une autre question qu'on devrait normalement se poser, c'est pourquoi est-ce que le roi Harald a convoqué Loki et Jarl, mais pas Ashruddin? Pourtant, Ashruddin est l'un de ses enfants. À mon avis, c'est déjà parce que bah, Jarl, c'est le doyen et c'est Jarl qui peut diriger la nouvelle génération. Comme d'ailleurs lui-même, il a dit dans ses chapitres, bah, il laisse la politique à la nouvelle génération. Et Loki, parce que c'était certainement le guerrier le plus puissant, il a dû laisser Ashruddin en dehors de ça. Maintenant, le personnage de Jarl aussi, on apprend que c'est lui qui a pacifié le peuple d'Elbaf et que ce n'est pas le roi Harald. Bon, il y a encore trop de trous noirs vis-à-vis de la mort du roi Harald. On apprendra certainement plus au chapitre prochain, étant donné qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Mais bon, les mecs, c'est assez intéressant quand même. Et si, comme beaucoup le disent, le roi Harald était corrompu par le demi-réversi de Imu et que c'est potentiellement pour ça qu'il a demandé à ses gardes, parce qu'on ne sait pas réellement, mais la théorie voudrait que ce soit le roi Harald qui ait demandé lui-même à ses gardes de le poignarder, ou en tout cas peut-être que ses gardes étaient contrôlés avant de le poignarder. Bah, pour moi, ça ne peut pas suffire à le tuer, étant donné que les pouvoirs d'Imu octroient un corps, on va dire, invulnérable. Enfin, ça dépend du pacte que tu as signé avec Imu. Donc, ce n'est certainement pas ses gardes qui l'ont tué, mais potentiellement ce personnage mystérieux qui, à mon avis, est un humain et pas un géant quand on voit la perspective avec le fruit du démon, le coffre du fruit du démon qui est devant lui. Il n'est pas super grand par rapport à ce coffre-là. Et donc, à mon avis, ce n'est certainement pas Loki qui a tué son père. Et maintenant, bon, potentiellement, les gens disent qu'il s'agit du Gomu Gomu no Mi qui était ce fruit légendaire d'Elbaf et que c'est peut-être que Wuzu, peut-être que c'est Wuzu qui est devant ce fruit du démon, moi je sais pas. Mais le truc avec cette théorie, c'est qu'on sait pertinemment que Loki a mangé un fruit du démon. Alors, est-ce qu'au moment d'aller rendre visite à Harald aux côtés de Jarl, bah, Loki avait déjà mangé un fruit du démon? Bon, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un fruit du démon, étant donné qu'il est entravé par des menottes en granit marin. D'ailleurs, on va demander à Ashruddin de le libérer. Gaban va demander à Ashruddin de le libérer justement parce que bah, Gaban a dit qu'il a assisté partiellement à cette histoire-là, qu'il n'a pas tous les détails, étant donné qu'il était aux côtés de Shanks. Justement, quand on voit Jarl se fait poignarder, se fait planter à la tête, bah, on voit un soldat crier là et puis Gaban, via son HDO, a senti ça et il s'est rendu au niveau du château. Bon, c'est très intéressant. À mon avis, ce que Loki a mangé, c'était le fruit légendaire. Après, bon, on ne sait rien. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.